Bienvenue, aujourd'hui on explore les Pyrénées orientales, une région qu'on imagine souvent un peu à l'écart des grands conflits. Et pourtant, entre 1870 et 1945, cette zone frontalière, elle a vécu de très près les trois guerres franco-allemandes. Oui, tout à fait. C'est une histoire assez méconnue en fait. On va voir comment cette terre a traversé ces épreuves. Alors sur quoi on se base pour cette exploration, Sam? Alors on s'appuie sur des recherches universitaires, des travaux assez poussés qui utilisent beaucoup d'archives locales, des témoignages aussi. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment le Roussillon a géré sa position stratégique, sa tradition militaire aussi, face à ces guerres. D'accord, alors commençons peut-être par 1870-1871. C'était comment l'ambiance ici à cette époque? C'était déjà très militarisé, non? Ah oui, complètement. Il faut imaginer une présence militaire constante au 19e siècle. Beaucoup de fortifications, Prat de Molo, Collioure, une cohabitation pas toujours simple entre l'armée et les gens d'ici. Et puis, il y avait les tensions avec l'Espagne juste à côté, ça n'arrangeait rien. Et donc, quand la guerre éclate en 1870, Eh ben, c'est pas si simple. Il y a une vraie ambivalence au début. Le projet de garde mobile, par exemple, une sorte de réserve, avait été assez mal reçu juste avant. On trouve des échos de cette méfiance dans la presse locale comme l'indépendant. donc pas d'enthousiasme débordant pour aller se battre au départ. Pas tout de suite, non. Plutôt une certaine réticence. Puis, bon, l'idée de combattre l'Allemagne despotique finit par prendre un peu. Mais ça n'empêche pas une révolte de conscrits à Perpignan en août 70. Bon, elle est vite réprimée. Ah oui, quand même. Oui. Mais après, ça, la mobilisation s'organise. Le comité départemental de défense nationale se met en place, on crée des unités spécifiques, des compagnies de francs-tireurs aussi, qui partent se battre dans l'Est. Malheureusement, la défaite comme à Fredfall entraîne des désertions. Et puis cette guerre, elle sera un peu oubliée sous la Troisième République. D'accord. Alors, on avance dans le temps. 1914, le contexte national est très différent. Comment réagit la région Hachi? Alors là, c'est le jour et la nuit. Une vraie ferveur populaire, oui. Les journaux comme L'Indépendant ou Albert Bossil relatent cet élan. Bon, il y a toujours quelques désertions, mais l'ambiance est radicalement différente. Et il y a un facteur local très fort, j'imagine. Absolument. Le maréchal Joffre, il est de Rivesaltes, polytechnicien, commandant en chef. Polyroussillonnais, c'est une immense fierté. Ça a joué, c'est sûr, ça a galvanisé les troupes locales. Ça a dû motiver les engagements. Énormément. On compte presque 14 000 volontaires d'ici. Beaucoup dans l'infanterie, le 53e RI, le 24e RIC. On a des témoignages poignants, comme le journal de Jean Cuffy, qui raconte ce vécu au front. Et pendant ce temps, à l'arrière, dans les Pyrénées-Orientales, comment ça se passe? C'est dur comme partout. Les privations, la hausse des prix, le rationnement. Perpignan manque de certains services. Et puis surtout, la région devient une énorme base arrière sanitaire. Une vingtaine d'hôpitaux militaires sont installés, souvent dans des écoles, des hôtels réquisitionnés. Et l'entre-deux-guerres, j'imagine, est marqué par ce lourd tribut. Oui, bien sûr. La prise en charge des mutilés, des veuves, des pupilles de la nation. Et très vite, dès les années 25-30, on sent remonter l'inquiétude face à l'Allemagne. On commence même à préparer des plans pour d'éventuels raids aériens, à prévoir plus d'hôpitaux. Ce qui nous amène, logiquement, à la Seconde Guerre mondiale, qui commence ici de manière très particulière avec la retirada, c'est ça? Exactement. Avant même la guerre contre l'Allemagne, il y a 1939, et la retirada, l'exode massif des républicains espagnols. C'est un afflux gigantesque, des centaines de milliers de personnes qui arrivent dans des conditions terribles. Et on ouvre des camps. Oui, dans l'urgence, le Barcarès, Rivesaltes, des conditions sanitaires effroyables, la dysenterie. Et Rivesaltes servira ensuite pour interner d'autres groupes, notamment des juifs étrangers, et deviendra un centre pour les groupements de travailleurs étrangers, les GTE, un lieu de sinistre mémoire. Et face à tout ça, face à Vichy ensuite, la résistance s'organise vite. Oui, assez tôt, il y a des actes individuels forts, comme Lucette Plajustafray, une institutrice qui aide les internés puis rejoint la résistance communiste. Le régime de Vichy, avec les chantiers de jeunes, la milice collaborationniste, ça exaspère beaucoup de monde ici. La milice a été implantée ici. Oui, mais avec des tensions internes. Il y a eu une scission locale menée par André Kutzach contre le chef régional Tesser. Et puis, l'occupation allemande directe, à partir de novembre 42, va tout durcir. Les zones côtières et montagneuses sont interdites, et le STO, Le service du travail obligatoire. voilà,
Il est massivement refusé, ça pousse énormément de jeunes à prendre le maquis. Et comment cette résistance s'organise alors qu'il y a la répression? Elle monte en puissance malgré les coups durs. Des arrestations importantes, oui, comme la direction des mouvements unis de la résistance au Castillé à Perpignan, mais des figures émergent. Louis Torcatis, par exemple, un instituteur évadé, chef des groupes francs, très actif, malheureusement abattu en 1944. Et il y a une spécificité locale avec les Espagnols. Tout à fait. Le rôle des guérilleros espagnols est crucial. Ils sont nombreux, aguerris par leur propre guerre civile. Ils forment des maquis très combatifs, comme le maquis Henri Barbous. Ils mènent des actions contre l'occupant, mais subissent une répression féroce. Le village de Valmagna, par exemple, est incendié. Terrible. Et la libération arrive. Comment? Elle arrive en août 1944. Et c'est largement une affaire locale, en fait. Aidés par des parachutages alliés, ce sont les maquis, les FTP communistes, l'armée secrète gaulliste, les FFI, qui convergent et libèrent Perpignan le 20 août. Une libération par les forces locales, donc. En grande partie, oui. Même si, en se retirant, les Allemands prennent le temps de détruire les installations du port de Port-Vendre. C'est stratégique pour eux. Donc, au final, ce parcours à travers 3 guerres nous montre un Roussillon loin, très loin d'être passif ou juste une zone de passage. Absolument. De l'ambivalence de 1870 à l'engagement massif de 14-18, symbolisé par Joffre, et jusqu'à cette résistance très active et cette libération quasi autonome en 1944. C'est une application forte, vraiment spécifique. Une implication façonnée par cette géographie, cette histoire militaire et les tragédies du siècle. Exactement. Une terre frontière, stratégique, mais aussi une terre de refuge et de combat. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Comment est-ce que la mémoire collective ici, dans les Pyrénées-Orientales, a réussi à tisser ensemble tous ces fils, cette identité de zone militaire, de refuge pour les exilés et de lieu d'engagement face aux grands conflits? Une histoire complexe.